On a eu la chance de pouvoir s'entretenir avec le product manager basé à Montréal, Will Harris, donc project manager de tous les produits Flame Family. Donc on a fait une petite interview qui dure 10-15 minutes. Voilà, l'idée c'était de faire un peu le point sur ce qui a été présenté au NAB, montrer les petites nouveautés, et puis aussi parler peut-être du futur du Flame. Et puis, juste après cette petite interview, on regardera quelques features comme ça, un peu en live, de manière un peu plus précise. Well, I will. Thanks to join us to our French Post NAB event here in Paris. For those who don't know you, you're the product manager of the Flame family products for Autodesk. But would you mind Sure. telling us a little bit more about yourself? Sure, yeah. So my background is from post production. Worked here in LA for about 15 years. Originally from the UK, from England, but I joined Autodesk as a demo artist for the Flame and for the Luster as well. And about two and a bit years ago, I became the product manager. I like to say they put me on the front of the crazy train. It's been great. And before to talk about what's new and maybe, if we are lucky, what's next in the product, could you tell us a word on the Flame itself? What kind of tool now is Flame in his 2018 version now? Okay, well, it's interesting that you should say what kind of tool is Flame now. I think it's changed over the years, Exactly. and of course, you might remember that there were separate disciplines of editing and VFX between Smoke and Flame in the past, and both the industry and the products I feel have sort of have merged, and we have in Flame today a sort of a timeline centric VFX finishing system. There's great diversity in the user base, and of course, if you think in terms of the Luster as part of the Flame family as well, yeah, there is a really great diversity of the way people use our products. From what we sometimes call the timeline masters, the people that are building timelines over and over and over, whether it's for movie trailers or commercials or for promo work. There's Yeah, we think of another persona as what we call the VFX hero, a person that is that supervising artist that manages the whole job, multiple flames, flares, maybe other products all working together, and produces a sort of an epic TV commercial or film work. And then we have what we call the grading kings, people that are there are not that many of them. They're a very sort of exclusive role in our industry. People that do color grading professionally, and that we feel is an interesting market. It's growing, it's changing over the years, and we try to serve all of those personas. Uh, to answer your question about the version 2018, it specifically brings some cool enhancements in the paint, both batch paint and desktop paint. With batch paint now having the ability to move and rotate strokes, reorder. We added the wash and drag functions from desktop paint into the batch. And then the desktop paint itself is now able to work in 16-bit half float with our new color management system. So there's been a whole bunch of paint improvements. Another category for this 2018 was some conform enhancements, where we really tried to offer more ease of use for conforming your edit with a quick linker functionality, with the ability to sort of more quickly pick the right thing to link to. We have an adjustable matching criteria now, where you can set the number of characters in a file name, for example, to match. We also added some sort of advanced conform functions to make it more powerful and more robust if you're doing like a shot naming workflow, where you can add tokens for incrementing the number of a shot. So you can now start your shot naming at like shot 200 and then count by fives. So some more flexibility there. There is various other sort of nice enhancements.
including a scene detector, has been one of the most exciting things, actually. The little things that help people a lot. We also introduced the ability for Flame to work at a 32-bit float processing, which we don't expect everyone to suddenly do everything at 32-bit float, but there are certain functions like UV map, ST map, understort and distort, position pass, and a few other Z-depth type functions that do benefit from that super high bit depth. Okay, thank you. So this was the main new feature you shown at NAB this year, two or 3 weeks ago, right? Actually, there was a few more updates. We've changed our schedule of the way we ship our software. Mm-hmm. So instead of synchronizing with the major trade shows, NAB in April and IBC in September, we are moving to a more incremental way of releasing Flame Family products. So we actually released our version 2018 back on February 15th of this year, of 2017. So that's the very beginning of our financial year. So we started with our sort of new release, and then we actually shipped an update on the first day of NAB. So this was what we call 2018 Update 1. We're no longer calling them extensions, they're just updates. Okay. But you should expect more updates during the year compared to the number of extensions we shipped previously. So the idea is that we can deliver more value more regularly, and whether it be like an overgrown service pack or maybe a larger update release, we're going to basically ship what makes sense as often as we can, so maybe every 2 to 3 months. So the update 1 that happened to synchronize with NAB was really an overflow of more things coming from 2018. We did some polishing on our color management based on feedback, actually, from probably the 2017 extension back in October. We were able to keep working on feedback, make small changes, tweaks. We made a few adjustments to the way that the picking of objects in action worked. We made a big change back in the fall there. But so having this update function allows us to roll in small changes without having to wait a whole nother 6 months until to the September release. There was one more thing that went into the update, and that was our markers view. So within the timeline, you're able to now see the queue markers, and there's an actual table view now where you can navigate through different queue markers and it jumps around on the timeline for you. You can sort, you can color code. That's a sort of a mini feature, if you like, the kind of thing that we could ship in a small update release without having a major reason to do it. Along with that comes a burn-in metadata function where you can see your markers with color coding through a gap effect or in the burn-in function, which actually could be very useful, we think, for review, that kind of work. And another thing you improve a lot in the past release is the integration of Shotgun. Could you tell us a little bit about that? Yes. In fact, it was one of the features of 2018 was to do a easy review with Shotgun. I think it's fair to say that the feedback we received since our first integration with Shotgun, while some people have begun to use it, others have said to us, we wish it was just much easier to start up and simpler. We really just want the simple functions of, here's a timeline, I want to export it and give it to my client to review and get some notes back. So we very much took that to heart, and the simple Shotgun review function that's in 2018 is just that. It's the ability to take your timeline and put it into a Shotgun site without having to publish the media shot. It's just a quick export, if you like, to a QuickTime movie. And then that can automatically be sent through to like a client review site, a nice little web portal. The annotations that are made or notes that are made by your producer or your client reviewing
will appear back in Flame via what's called the Shotgun Interactive Panel, which is a panel that pops up from the Flame Help menu. You can then see the notes while you're working right there in the Flame. So my sources told me that an update 2 is on its way as well, maybe in the beta cycle. And could you maybe tell a word about what's next in Flame? What do you want to integrate and to improve maybe, or to add in the Flame? Sure. So in the short term, you're right. There is another update in the works. We hope to ship it before IBC, so during the summer, and we will be focusing on another phase of doing cool stuff with conforming. We think that there's more magic to be done there. So that's something that's planned for this release. We also have some new ways of sort of scaling and expanding how Flame connects in your pipeline. So I'm not able to give you too much details about that just now publicly, but I'm sure you guys have heard of the development language Python. So that's just a hint. And there's more details to follow. We of course we keep on doing user-based refinements. We'd like to do some more enhancements to the timeline. It's another area of focus where we'd like to come in and keep making people faster and more productive. So those are that's hopefully what's in the hopper right now, as we would say. Beyond that, I think in terms of a vision, I think it's important that we kind of keep 3 themes running, certainly over the next year and maybe further. But the theme of holding the conform, I think, is really important to the future of Flame. And what I mean by that is we want to be the story hub in your customer's workflow. I think that's where Flame brings the most value, where we can be the backbone. We do perhaps most of the creative effects, not all of them, but the core things that you need done in your sort of hub tool need to be there. I think the paint improvements was a good example of that, to keep that sort of status. So maintaining the hub with a strong conform and enough creative tools to make it make sense as a story hub is one theme. A second theme for us would be the grading and VFX integration story. And what I mean by that is, over the years, like we talked about earlier, editing and VFX were quite separate disciplines. Grading is like another discipline. We're starting to see that sort of merge more into finishing. I think if you look at competitive tools, they are trying to merge the disciplines of grading and editing, or grading and effects. And you could argue that we're probably the best positioned to take advantage of that. We have the complexity and sophistication on the compositing side. We already have it largely integrated with editing. So I think it's time to start thinking about an integrated finishing tool set that includes color grading. So you should expect to see us make moves in that area. It's a very timely thing, because I think HDR is going to really change and enhance the kind of pictures that we can produce in finishing. And indeed, if it's not an integrated solution, I think that's where things may start to go wrong, especially as you can see more precision in your finished picture as an HDR deliverable. So we see that as a key theme. And then the third theme is really what we call openness, or the ability to connect to the things that you cannot do. So whether that's through scripting capabilities or through smart sort of software connections, I think that may well be where Shotgun enters the story as well. But whether you use that or not, Flame itself, we feel we've done a good job of getting it off the island historically, but there needs to be more and more integration deeper into pipelines and connectivity to other software. So those are my 3 themes: holding conform, story hub, grading and VFX, and then openness.
Thank you very, very much, Will, for your time and your availability. Sure. I'm looking forward to see you maybe in IBC in September. I hope so, yeah. Thanks for having me. Thank you very much. Bye bye. Donc voilà, c'était la petite interview. Je vais juste remettre un peu le son, que vous m'entendiez bien. Et puis donc l'idée, effectivement, c'est que là, rapide, en une dizaine de minutes, qu'on passe un petit peu plus en détail. Donc là, vous avez vu un peu les différentes nouveautés qu'il y a eu en 2018, en 2018.1, sachant qu'au NAB, ce qu'ils ont montré, c'est une 2018.1 et que prochainement une 2018.2 va arriver assez rapidement d'ailleurs. Je pense au printemps, l'été là, qui va arriver. Donc oui, ce que je vous disais, c'était qu'on allait regarder un petit peu plus en détail, ou tout du moins en contexte, voir un peu comment justement ces nouvelles fonctionnalités ont été intégrées, de quelle manière, est-ce que ça a été plus ou moins bien intégré, etc., etc. Donc on va regarder dans un premier temps, voilà, un truc qui manquait quand même depuis des années dans Flame, c'était, et dans Smoke, hein, puisque vous savez que de toute façon on est sur les mêmes outils, hein. C'était le fait qu'on puisse pas justement faire de cut automatique, d'avoir une sorte de détection automatique des cuts, qu'on soit obligé de faire ça tout à la main. Donc ça y est, enfin, c'est arrivé. C'est un outil voilà, qui vient de faire son apparition en 2018.1 et qui a été plutôt élégamment intégré, parce que finalement sur chacun des clips, vous allez avoir comme ça avec accès à ce Send Detect ici, qui va commencer finalement à analyser le plan. Alors il va analyser le plan une première fois, et ensuite ce sera complètement caché. Donc si à un moment donné vous voulez y retourner pour refaire votre analyse ou pour régler quelques paramètres, et ben, ce sera instantané. Donc là on l'a fait, c'est une pub qui, je sais pas, qui fait 30 secondes je crois. Et donc bah voilà, en fait automatiquement il va déterminer, alors on va prendre un tout petit peu plus de place ici, on va tirer un petit peu notre timeline. Donc j'ai fait l'audio aussi, hein, pour le même prix. J'ai fait l'audio, on verra qu'on peut rapidement s'en dépatouiller. Hop, on le fera tout à l'heure. Donc Send Detect, comment ça se passe? Ben, tout simplement, vous avez un threshold, une valeur seuil en fin de compte, qui va vous permettre finalement de désactiver ou d'activer plus ou moins le nombre de cuts, ou la sensibilité en tout cas du parseur, de l'analyseur. Et bah, évidemment, la valeur magique qui fonctionne sur tout le plan bah, n'existe pas. Donc il va falloir un petit peu se débrouiller, et on a quelque chose d'assez sympa qui a été mis en place en fin de compte. C'est que par exemple ici, donc on voit un petit peu toutes les sensibilités en fin de compte qui sont affichées sous forme d'un histogramme. Donc là on voit que c'est très bien, on voit que le pic ici de changement de plan il se trouve ici. Mais là, en fin de compte, la voiture et finalement l'image bouge tellement de frame à frame que ben, il croit qu'il s'agit de cut. Donc du coup, comment ça va se passer? C'est qu'on va passer ici en mode edit. Et puis en fin de compte, cette valeur de seuil de cut, finalement, on va pouvoir vraiment l'ajuster de manière très localisée. Donc on va pouvoir faire ici un petit point, comme ceci. Et puis bah, par exemple, ici, hop, on va monter un petit peu la valeur de seuil. De manière à ce que bah, peut-être un peu plus tard, hop, on redescende. Donc temporairement, on va mettre notre petite valeur de seuil ici, comme ceci. On va vérifier qu'il s'agit de cut ici, oui. Là, il n'y a pas de cut, par exemple. Là non plus, là non plus. Et finalement, c'est ici que ça se passe. Donc on va repasser ici en move. Non, on va rajouter juste un petit add, comme ceci. Et puis on va ici le mettre comme ceci. Voilà. On va passer en move. Voilà, de manière à ce qu'on ait réellement notre cut ici. Là, on avait dit que c'était pas un cut, donc on l'enlève assez rapidement. Et on peut rapidement comme ça faire des cuts plus ou moins intelligentes, sachant qu'évidemment après, l'idée c'est de faire un apply de tous nos cuts. Et puis on aura toujours le loisir de faire véritablement ce qu'on sait faire dans Flame, à savoir de réajuster, d'enlever des cuts, etc., etc. Là par exemple ici, si je veux retrouver ma cut, mes audios non touchés, je peux le faire assez rapidement. Alors vous voyez que les cuts sont un peu spécifiques, il y a le signe égal tout simplement, c'est que Flame reconnaît qu'il y a une sorte de continuité finalement dans les différents plans. Donc si vraiment je veux les identifier comme des plans très très bien séparés, ben, je vais simplement faire un commit et puis me séparer des poignées par exemple, pour avoir là pour le coup réellement des plans très très séparés.
Will, tout à l'heure dans l'interview, parlait aussi qu'il y a énormément de choses qui sont faites dans la conform, donc on va pas rentrer dans le détail, mais ça se passe à de nombreux endroits. C'est directement ici dans le menu conforme, vous allez pouvoir avoir plus d'options pour aller linker vos différents paramètres. Notamment, il y a jusqu'à présent, ce qu'on pouvait faire, c'est on pouvait se mettre en street matching euh, ou vraiment donc street matching, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment reconnaître le nom, ou alors on pouvait dire non, je veux pas un street matching, mais on n'avait pas de, de paramètres vraiment dédiés à cette option. Finalement, dans ce cas-là, le Flame considérait qu'à partir du moment où il y avait 7 caractères continus identiques, bah c'était bon. Et de temps en temps, ça pouvait c'était bien, mais malheureusement, c'était pas parfait parce que nous, on aurait préféré 8 caractères, par exemple, pour avoir un nom de type bien spécifique. Tout ça, maintenant, c'est quelque chose sur lequel on peut agir et on peut changer rapidement les paramètres. On peut aussi, dans la partie confo, dans la partie workflow, on peut aussi renommer les plans. Donc ça, on avait vu que depuis quelques versions d'ailleurs, on peut faire des renommages de plans de manière un peu automatisée. Par exemple, ici, je peux mettre shot, et puis je peux aller spécifier, je vais peut-être faire un petit underscore comme ceci. Et puis je peux par exemple mettre le background index pour que mon premier plan soit appelé shot 001, mon deuxième shot 002. Mais voilà, si je veux quelque chose d'un petit peu plus précis, d'un petit peu plus customisé, et bien justement maintenant et depuis peu, je peux faire ici un custom index en fin de compte ici. Et là, je vais pouvoir spécifier pas mal de choses. Je vais pouvoir déjà spécifier sur quel euh, padding je veux mon résultat. Je vais aussi pouvoir spécifier à quelle valeur on commence. Par exemple, le premier plan, est-ce que c'est le plan 1, est-ce que c'est le plan 100, etc., etc. Donc là, je vais mettre 100 par exemple. Et puis, je vais aussi pouvoir faire ce qu'on appelle les steps finalement, c'est-à-dire le plan 1, le plan 2. Et ben, par exemple, là, si je reste comme ça, le plan 2 sera 101. Mais si je veux faire des steps de 10 ou des steps de 100, et ben, je peux faire quelque chose comme ça. Donc je peux vraiment avoir un contrôle assez fin sur ma valeur de plan. Ici, vous voyez que tout en haut à droite, il y a le shot 100 du coup. Et ici, c'est shot 200, etc., etc. Donc voilà, donc pas mal de petites choses à ce niveau-là. Une petite feature aussi sympa au niveau je vais pas vous la montrer, mais au niveau des textures, ils ont mis en place dans Action une texture assez nouvelle en fin de compte, qui est une texture en triplanaire. Donc bien souvent quand on avait une map et qu'on voulait texturer un objet 3D, on devait jouer avec les textures de planaire ou les textures en sphérique finalement. Et bien souvent ça pouvait donner des résultats voilà, pas tout à fait désirés. Et donc triplanaire, ça va finalement faire une sorte de texture planaire, mais sur les trois plans, donc X, Y et Z. Et donc du coup, ça va vous permettre de prendre des maps issues par exemple d'un substance creator par exemple, et de mapper assez convenablement sans avoir des effets d'étirement ou de texture qui vient se renfrogner finalement dans un point. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans Action, donc là on est sur une scène dans Action, là par exemple, ici cette buggy qui a été construite, donc on a les différents aplats, le background, etc., etc. Et puis dans les outputs d'Action, je voulais simplement vous montrer que ici, on a une nouvelle sortie disponible qui est le Object ID, qui va vous donner finalement une passe un peu comme ceci. Voilà. Et donc du coup, ça va vous permettre en fin de compte de pouvoir aller piocher les éléments sur lesquels vous voulez agir par exemple. Et donc du coup, on va utiliser un outil ici qui s'appelle Object Mat et qui va me permettre de sélectionner donc mon front et qui va aussi prendre mon Object ID dans une deuxième entrée. Et puis tout simplement, si j'ai besoin après moi de faire un color correct sur la voiture ou sur les décors un petit peu derrière, je vais pouvoir passer en Object ID Viewing et puis je vais aller sampler comme ça la couleur de mon Object ID. Donc il va falloir que je passe en 16 bits float parce qu'on est vraiment sur du process 16 bits, en tout cas sur ce genre de Object ID pass. Et puis je vais aller sélectionner par exemple ici la voiture. Et donc du coup, eh bien oui, il faudrait peut-être que je sélectionne la voiture, ce serait bien. Hop, voilà.
Et donc du coup maintenant on va automatiquement avoir le mat de la voiture. Et ce qui est intéressant c'est qu'on est vraiment sur une histoire de mat, en plus c'est vraiment un objet, c'est-à-dire qu'on va pas être obligé de sélectionner la voiture, plus les deux trois éléments qui passent devant, puis les combiner pour faire un cache finalement. Non, c'est un object ID, donc automatiquement c'est intégré. Par exemple ici je peux repasser ici dans ce mode là. Hop, je vais repasser en mode classique, je vais aller piquer par exemple le décor qui est juste derrière. Et bien donc de la même façon, je vais avoir quelque chose comme ça qui sera directement découpé. Alors que si je l'avais sélectionné dans Action, bah, finalement j'aurais toute la plate de décor sans pour autant avoir la découpe de la voiture. Et donc du coup, bah, forcément après, je peux très facilement passer sur un color correct. Hop. Et puis n'agir que sur mon décor, par exemple ici, quoi. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que cet Object ID, donc il peut s'externaliser comme ceci, mais il peut fonctionner aussi nativement dans Action. Par exemple, si je reviens dans mon composite ici, je vais me remettre là, comme ceci, je vais me remettre à la première image par exemple, et donc ben, tout simplement, donc là on est dans un composite Action, voilà, où j'ai mis pas mal de choses. Il y a pas mal de matchbox ici pour faire le sable ici qui normalement n'est pas là. Je sais pas s'il est là d'ailleurs. Je vais Croc Snow, Clouds. Hop. Non, ça c'est des petits trucs. Ouais, j'ai mis des petites choses ici, d'accord. Non, ce que je voulais vous montrer moi plus particulièrement, donc c'était le fait de pouvoir rajouter comme ça une gestion un peu du défocus, forcément, directement avec les algorithmes de Stingray. Donc je vous en avais largement parlé en fin de semaine de l'année dernière. Donc là, on va pas s'éternaliser, simplement, on va faire un truc très très court et puis on va aller positionner peut-être notre point sur la voiture comme ceci. Donc vous voyez que c'est là par exemple ici je suis au premier plan, hop je me mets sur la voiture comme ceci. Et puis donc par exemple je vais rajouter un élément, alors hop je vais l'afficher. Donc c'est un élément 3D tout simple, d'ailleurs c'est peut-être lui que je vais mettre en focus, ça sera peut-être plus intéressant. Donc voilà, je me mets en focus, je vais rajouter un petit IBL qui va être le ciel ici que j'utilise pour intégrer un peu mon objet dans les couleurs, un petit peu dans les teintes et dans les éclairages finalement de ma scène. Et puis je veux rajouter un petit effet de glow. Donc je vais utiliser une matchbox caméra et puis je vais l'activer finalement sur ma scène. Et puis donc si je booste l'intensité, est-ce que j'ai des choses qui sont visibles là? Pas énormément. Je vais aller sur le sélective ici, c'est normal. Donc voilà, donc ça c'est mon glow ici qui par défaut finalement est activé finalement sur l'entièreté de ma scène. Et donc l'idée là c'est de pouvoir finalement sélectionner comme ça, piquer les objets. Et bien je vais utiliser exactement pareil, l'Object ID. Donc je vais directement ici aller dans les paramètres de sélection, aller dans Object ID, puis je vais avoir le même menu, sauf que je suis vraiment en interne Action, c'est-à-dire que Action ne sort pas la map d'Object ID pour après reprocesser dans un autre node, c'est directement, nativement, on a plugué un peu les tuyaux directement à l'intérieur de ça. Et puis je vais aller sampler mon objet comme ceci, voilà, de manière à avoir mon glow ici directement sur cet objet. Donc évidemment, puis tout sera évidemment géré évidemment en 3D convenablement. J'ai plus à me soucier à partir du moment où j'ai assigné mon objet, il est fixe. On va passer à une dernière petite chose, c'était sur la partie Paint. Il y a des trucs un peu rigolos, notamment sur la partie Desktop Paint et puis le Batch Paint. Juste une petite parenthèse sur la notion du 32 bits flottant, ça a été évoqué par Will, mais donc voilà, maintenant Flame est natif 32 bits flottant, donc tout ce qui est import de fichiers OpenEXR en 32 bits justement sur des maps un peu des maps techniques finalement, des maps de distort ou d'undistort, tout ça on est super accurate à 32 bits flottant, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, donc rapidement. Et pour finir, donc sur la partie Flame ici, donc on va avoir le Paint. Je voulais vous montrer deux petites choses assez rigolotes. Donc le fait déjà que on va s'intéresser ici à ça, on va se mettre à l'image 34 parce que je crois que c'est là où les strokes ont été faites. Alors, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, donc ici par exemple ce Node Paint, on voit le résultat, on va regarder un petit peu ça.
Et bien en fin de compte, maintenant vous avez un menu en fait dédié à l'editing finalement de vos brushes. Puisque en fin de compte ici vous avez toutes les coups de pinceau que vous avez pu faire, et vous avez un petit aperçu assez rapide sur le type de brush, le mode dans lequel vous les avez effectués, est-ce que c'était du clone, du reveal ou du paint simplement. Vous avez aussi le mode de fusion que vous pouvez ajuster. Et puis les coups de tampon, bon ok, très bien. Et puis aussi surtout la notion de range. Donc là vous avez un contrôle assez beaucoup plus précis sur la notion de combien dure ma modification. Est-ce que c'est sur une frame? Est-ce que c'est sur cette frame là jusqu'à la fin de la séquence? Ou est-ce que c'est sur toute la séquence? Donc ça, pour le coup, vous pouvez le faire beaucoup plus précisément. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, si on regarde un petit peu ces coups de brush, ben, on va pouvoir sélectionner finalement n'importe lesquelles d'entre elles, par exemple comme ceci. Et on va avoir finalement un edit brush, donc un manipulateur pour pouvoir finalement faire un petit peu ce qu'on veut sur cette modification de pinceau. Donc voilà, donc beaucoup plus fin, beaucoup plus aussi vectoriel dans son approche. Par exemple, ici, vous avez la possibilité de faire aussi des brushes animés, par exemple faire un reveal d'un logo. Ben, on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc là, on travaille par exemple sur le mat, et on va pouvoir faire une apparition finalement de ce logo assez facilement. Je vais vous montrer peut-être juste un petit exemple comme ceci. On va se mettre comme cela. Hop. Donc là, j'ai sorti un paint. Voilà, donc je suis à la souris, là, la tablette n'a pas voulu bien fonctionner, donc on va se dépatouiller, mais simplement juste faire une petite forme comme ça, voilà, ça va être magnifique. Et puis ce que je voulais vous montrer, c'était une des spécificités qu'on avait avant dans le Desktop Paint, la possibilité vraiment d'animer et faire des animations d'apparition ou de création finalement de notre forme. Bah, ça on peut le faire aussi maintenant directement dans le Paint Batch. On va le faire un petit peu en contexte, on va faire des choses un tout petit peu plus jolies quand même, parce que sinon ça va être un peu dur. Hop. Voilà, on va se mettre une petite size un petit peu plus importante. Voilà, une intensité un peu moins. Voilà. Et puis on va déclarer ce nœud-là comme un contexte. Et puis on va regarder ce contexte. On va prendre un petit peu de place ici. Donc du coup, comme je vous disais, à chaque coup de brush, vous avez ici le Edit qui va pouvoir vraiment aller sur les paramètres. Et puis bah, là, vous voyez que par défaut, déjà, mon coup de pinceau finalement s'étend sur la frame 32, c'est-à-dire si je vais avant ou après, j'ai plus rien. Donc du coup, je vais assez rapidement corriger ça, c'est-à-dire que ici je vais mettre à 1 et puis jusqu'à 46, comme ça ma frame et ma modification agit sur l'entièreté de ma séquence. Et puis après, dans les paramètres d'animation, bah, je vais pouvoir gérer pas mal de choses, c'est-à-dire que par exemple ici le end, ici, bah, je vais le mettre à 0 sur la première frame. Et puis à la dernière frame, bah, je vais le mettre à 1 de manière à ce que la construction finalement de ma shape, évidemment si je fais des AutoCAD ce serait mieux. Alors rapidement, hop, voilà, je vais à la fin de ma frame, je me mets à 1 ici. Et donc du coup j'ai ma frame ici qui se crée au fur et à mesure. Je peux aussi éventuellement animer le début, c'est-à-dire que je peux faire quelque chose qui se suit, hop. Et puis là je vais quasiment à la fin comme ceci. Du coup, avoir vraiment un contrôle finalement total sur la façon qu'on a d'appliquer finalement nos coups de pinceau, parce que évidemment, qu'est-ce qui m'a fait? Oui. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'évidemment, à partir du moment où votre forme est sélectionnée, bah, vous pouvez réintervenir finalement sur la taille de vos coups de brush, hein, si c'est trop épais, si c'est pas assez, etc., etc. Donc c'est vraiment complètement vectoriel. Un dernier petit point, donc on va dire que bah voilà, les choses sont plus ou moins faites. Eh bien, si vous voulez faire des reviews sur la partie shotgun, en fin de compte, on en a parlé là pendant notre échange avec Will. La notion de shotgun a été beaucoup plus mis en avant dans ce Flame 2018. Alors ça n'a pas sauté aux yeux tout de suite dans les 10 minutes qu'on a passé à voir ça. Eh bien, sachez tout simplement que vous avez un menu maintenant directement shotgun. Alors hop, on va sauvegarder ça. Ici vous avez un menu shotgun qui va vous permettre d'accéder à des petits trucs assez bien sentis. Alors déjà une nouveauté, c'est le shotgun panel qui va vous sortir finalement une fenêtre et vous faire une connexion directement à votre projet shotgun. Donc vous allez avoir finalement votre petit tableau de bord de contrôle par rapport à shotgun, donc voir les activités, voir les notes,
voir aussi les versions qui ont été publiées, puis voir les tâches ici, les infos que vous pouvez avoir au fur et à mesure. Évidemment, à chaque aussi rapidement, vous avez quand vous faites un bouton droit, vous avez la possibilité de faire un submit for shotgun review et automatiquement ça va envoyer la review à Shotgun avec un petit à vérifier, hop, avec un petit commentaire et vous pouvez envoyer ça à Shotgun assez facilement. Il va forcément faire tout ça en tâche de fond, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, la machine ne sera pas utilisée. Donc voilà, donc par exemple le Shotgun panel, vous avez un Jump to Shotgun qui va vous ouvrir Firefox directement. Alors, je vais peut-être fermer ça, hop, et puis qui va vous emmener directement à votre console Shotgun là pour le coup, directement. Et puis vous avez aussi une Shotgun console qui va vous permettre finalement de faire des petits scripts en Python, etc. Puis directement avoir un retour assez rapide de ce que vous pouvez mettre en place. Voilà, c'était rapidement un sneak peek de Flame et des nouvelles versions. Je crois qu'on a fini. Si, dernière petite chose, Autodesk organise des Flaminars, donc d'une manière générale des webinars, même si ce mot est pas terrible, mais donc des Flaminars, donc assez focus sur Flame. Et l'idée c'est que c'est des sessions un peu en ligne évidemment et qui sont interactives, c'est-à-dire que vous avez de l'autre côté de l'écran, vous avez l'équipe de développement qui vont vous montrer un peu sur quoi ils travaillent et puis l'idée c'est aussi d'accueillir et de recueillir un peu votre feedback. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous me prenez contact avec moi et dès que j'ai la date du prochain Flaminar, hop, comme ça je vous enverrai ça dans une mailing list. Merci de votre attention et puis écoutez, comme on vous a dit, je pense que Jean-Pierre va reprendre le truc pour bien vous expliquer, mais donc il y a un petit atelier VR. Il y a la lumière là qu'on peut rallumer. Et puis je crois qu'il y a des petites choses à boire et à manger. Donc voilà. Merci.